Bienvenue dans La Voix du couple, le podcast qui vous accompagne dans cette magnifique aventure qu'est la vie à deux. Nous sommes Anna et Johan, deux humains qui avons fait le choix de partager un chemin commun avec ses joies et ses défis du quotidien. Pour nous, le couple est un espace fascinant qui invite à l'introspection et offre des possibilités d'épanouissement sans limite. Parce que vivre, c'est apprendre à toujours mieux aimer, nous avons à cœur de vous partager les épreuves et les enseignements que nous tirons régulièrement de notre expérience du couple, pour grandir ensemble. Alors que vous soyez ou non en couple, passionné de relations humaines ou amoureux de l'amour, ce podcast est fait pour vous. Cheminons ensemble sur la voie du couple. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du couple, épisode 12. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas mal revenu dans vos recommandations. Et ce sujet, c'est la rupture. Et plus particulièrement, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de se séparer ? Alors ça commence en général par des disputes qui sont de plus en plus fréquentes. On va se sentir de moins en moins épanoui, de moins en moins heureux dans la relation. L'autre va nous irriter. C'est un peu autant de signes, de situations qui peuvent nous pousser à vouloir rompre avec notre partenaire. Pourtant, au moment d'agir, on est envahi de doutes, de questions. Et malgré notre volonté d'en finir, on ne parvient pas à aller au bout de la décision de rompre. Mais pourquoi ? Pourquoi est-ce si difficile de quitter une relation ? Et plus important encore, qu'est-ce qui se joue derrière la séparation pour la rendre si effrayante ? Dans cet épisode, on va donc vous proposer 7 pistes de réflexion, 7 éléments qui permettent d'expliquer un peu les difficultés qu'on peut avoir face à une relation malheureuse dont on n'arrive pas à se séparer. Et on va partir d'éléments un peu évidents et concrets. Et petit à petit, on va monter vers des causes un peu plus symboliques qui vont agir de façon plus inconsciente et qui peuvent nous maintenir paralysés dans ce type de situation. Parce qu'en réalité, quand on se sépare, il n'y a pas que l'autre que l'on quitte, mais on va quitter aussi tout un tas d'autres éléments dont l'absence fera basculer notre monde vers l'inconnu. Et pour naviguer dans ce vide, il faut vraiment être capable de se nourrir suffisamment soi-même de l'intérieur, de ne plus faire dépendre notre estime et notre confiance en des substituts qui sont extérieurs et dysfonctionnels. Par exemple, notre partenaire ou la relation qui est source de souffrance. Et c'est là qui est justement toute la difficulté. Donc on va décrypter ensemble tous ces éléments qui rendent la séparation si difficile. Ouais. Pourquoi est-ce si difficile de se séparer ? Alors le premier point, je pense, donc on va partir encore une fois du plus immédiat au plus symbolique. Donc le plus immédiat, c'est le sentiment, la sensation de confusion qu'on peut avoir justement quand on approche du point de rupture. C'est très difficile de prendre une décision claire, tranchée, quand on est en proie à des sentiments très mêlés, qu'on se sent perdu, qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on ressent, entre de l'amour, de la haine, de l'agacement, de l'attachement, enfin tout se confond un peu. Ce qui se passe, c'est que les couples fragilisés vont être dans un état de stress chronique lié aux disputes qu'ils vont avoir, et ça crée beaucoup de confusion. Et ça me rappelle du coup un épisode qu'on avait fait, qui est l'épisode 8 je crois, sur la rupture. C'est ça. Où on avait analysé les études d'un chercheur américain, le professeur Gottman, qui avait déterminé que les couples qui sont les plus fragiles, qui sont les plus à risque de séparation, sont ceux qui ont du mal à dépasser les disputes. Ce sont des couples qui ont très souvent recours à des procédés en fait de communication qui sont des procédés violents et qui n'arrivent pas à désamorcer en fait les conflits, qui n'arrivent pas à redescendre. Et chez eux, ça va créer un état de stress chronique latent qui va en fait mener à une rupture. Mmh. Ce qui était intéressant, c'est que il prenait 6 indicateurs qui permettaient vraiment de prédire avec un grand niveau de certitude la possibilité d'une séparation. Et justement, parmi ces indicateurs-là, il y a des indicateurs qui favorisent un état de confusion. Et parmi eux, il y avait par exemple la sensation de noyade. Quand il y a un conflit très fort, l'un des deux conjoints en fait, va avoir tendance à se renfermer et à intérioriser la dispute. Et quand on intériorise la dispute et qu'on arrête en gros de parler, ça aggrave la confusion. Il y avait aussi le stress physiologique, donc il mesurait que justement les couples qui battaient un peu de l'aile avaient une quantité de stress philosophique. Non, pas du tout, de stress physiologique qui était débordant.
et qui pouvaient se transformer. Ouais. Par exemple, il y a une quantité de cortisol, d'hormones du stress qui est beaucoup plus important dans le corps. Les constantes aussi biologiques qui sont plus élevées, la tension, on a de l'hypertension artérielle, une augmentation de la fréquence cardiaque. C'est vraiment la confusion et ces sentiments de noyade, etc., pré-rupture. Il a vraiment un impact réel sur le corps. Ouais, c'est clair. Et il y a aussi un autre aspect, c'est la transformation des souvenirs. C'est-à-dire qu'on n'est plus lucide, on retient que les éléments négatifs du passé. Ou alors parfois aussi, on peut avoir tendance à idéaliser certains moments de bonheur qu'on va... voilà. Et donc là, encore une fois, ça crée un état de confusion qui est très fort. Et donc voilà, c'est un point qui permet de répondre à la question pourquoi c'est difficile de se séparer, parce que les couples qui vont mal sont confus. Confus dans le corps et dans l'esprit. Exactement. Et voilà. Et il y a aussi autre chose derrière la confusion. Il peut y avoir aussi une angoisse de séparation. Et ça peut aussi alimenter la confusion. Complètement. Et alors peut-être si on peut parler un peu d'angoisse. Ici, en gros, les chercheurs aujourd'hui ont déterminé 3 facteurs qui permettent qui mènent à l'angoisse. 3 facteurs majeurs. Le premier, c'est l'incertitude. Le deuxième, c'est le manque d'information. Et le troisième, c'est la perte de contrôle. Et or, en fait, la période qui précède une rupture, elle vient directement alimenter ces 3 aspects-là, en fait, de l'angoisse. L'incertitude, parce que évidemment, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. On est complètement perdu. Mm-hmm. On ne connaît pas l'issue de ce qui va arriver. On est vraiment on nage dans l'incertitude. Le deuxième point, le manque d'information aussi, parce qu'en réalité, il n'y a pas d'information objective, extérieure, rationnelle et sûre qui puisse nous guider là-dedans. On est seul face à soi-même dans la rupture, en fait. C'est l'inconnu. Hein. Et c'est, d'ailleurs, on reçoit beaucoup de questions de votre part sur mais quand est-ce que je dois savoir quand il faut rompre. Mais en fait, la réponse, elle peut pas être rationnelle. Elle peut pas être donnée de l'extérieur par moi qui vais vous dire si jamais il y a ça, ça et ça, c'est sûr, faut que tu rompes. Non, en fait. Vous êtes seul avec vous-même là-dedans. Et c'est ça aussi qui crée de l'angoisse parce que il n'y a pas d'information objective à laquelle se raccrocher. Et le troisième point, c'est évidemment la perte de contrôle parce que tout ce qu'on avait prévu, tout ça nous échappe en fait. Tout ça nous échappe. Donc ça crée beaucoup d'angoisse. Et en fait, cette angoisse, elle mène à 2 issues. La première, c'est la lutte. Mais le problème, c'est que la lutte, on l'a vu, ça accroît la confusion parce qu'en fait, on se dispute, on veut faire valoir notre point de vue, mais ça n'arrange rien. Au contraire, en fait. Mm-hmm. Et parce que d'ailleurs, tant qu'on se dispute, on est encore en couple. Hein. Oui. Tu vois. Et le deuxième, et là c'est le truc le plus problématique, la deuxième issue de l'angoisse, c'est l'inhibition. Parce que face à l'angoisse, pour s'éviter de s'exposer justement aux facteurs d'anxiété, en fait on s'inhibe. C'était ce que je disais tout à l'heure dans la noyade, c'est-à-dire qu'on se renferme, on peut refouler aussi certaines émotions. On se paralyse. Ouais, exactement, on se paralyse. Et du coup, en fait, on reste dans la relation, on se confronte pas au problème. On fait l'autruche, et ça vient encore alimenter la confusion. Et on n'est plus vraiment nous-mêmes, on ne sait plus vraiment qui on est finalement. Exactement. Donc en fait, tout ça, c'est pour montrer que c'est la confusion, le premier point en fait, qui empêche de rompre, qui empêche de se séparer en tout cas. Mais cette décision, cette confusion, elle vient pas seulement d'une décision qu'on n'arrive pas à prendre, elle peut aussi venir du fait que on a, par exemple, pas tout essayé pour sauver le couple. Oui. Et ça nous amène peut-être au deuxième point. C'est le deuxième point. C'est une image qu'on a, cette notion-là, qui nous a été donnée sur un blog que j'ai lu sur Internet d'une sexologue et thérapeute de couple qui s'appelle Lucy Mupatch. Je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille. Mais en gros, elle parle de la théorie des portes et des portes qui n'ont peut-être pas toutes été fermées. Et c'est ultra intéressant parce qu'en gros, les portes, en fait, c'est toutes les options qui sont envisageables à la place de la rupture. Et en fait, s'il reste des options, c'est-à-dire s'il reste des portes qui sont encore ouvertes, et ben forcément, pour être un peu sûr de son choix, même si on n'est jamais vraiment sûr, on aura besoin en tout cas d'aller fermer ces portes-là avant de prendre notre décision de se séparer ou non. Concrètement, on peut donner un exemple. Une porte qui resterait ouverte, ça pourrait être, par exemple, faire une thérapie de couple. Ça peut être une option avant de rompre. Et c'est totalement normal d'aller s'interroger, de vouloir tester cette option
options ou d'autres options pour être certain de bien fermer cette porte. Et à la fin, si vraiment on a tout essayé, si on voit que toutes les portes sont fermées dans le couloir et qu'au bout du couloir, la seule porte qui reste ouverte, c'est la rupture. Là, on est un peu plus, on va être un peu moins dans la confusion justement, et on va être un peu plus à l'aise à prendre notre décision de rompre, parce que vraiment rester avec trop de portes ouvertes, ça va forcément entraîner de la confusion, forcément entraîner du doute, et ça va vraiment complexifier toute notre prise de décision. Et on trouvait ça vraiment hyper intéressante cette analogie là avec les portes en fait. Tout à fait. Moi je vois aussi une analogie parce que je joue beaucoup aux échecs en ce moment, et en fait la rupture ce serait l'échec et mat. Mais en fait, avant d'arriver à ça, il y a énormément de coups à jouer. C'est ça. Et voilà. Et en fait, une partie peut se retourner, enfin, à un niveau plus faible, on va dire, parce que c'est moins évident pour les grands joueurs d'échecs. Mais je veux dire, pour le commun des mortels, on peut retourner les jeux alors qu'on pensait gagner. Et avec juste un coup qui, en fait, retourne complètement. Et du coup, moi, ça me fait penser à ça. Et peut-être, on peut donner quelques exemples de coups à jouer, ou en gros de portes à fermer aussi, qui peuvent retourner la situation en fait et remettre le couple sur un chemin de lien et d'amour. On l'a déjà dit, la thérapie de couple. Mm-hmm. Il y a aussi le fait de partir prendre l'air quelques jours quand on atteint un point un peu de rupture. Ouais. Ça, on l'a déjà fait. C'est le fait de faire une pause. Ouais. Pas forcément des mois de pause, mais quelques jours ou quelques semaines. Ça peut être hyper intéressant pour se recentrer sur soi, se rappeler qui on est, essayer de sortir un peu de cette confusion-là et revenir l'esprit un peu plus allégé. Ouais. Je sais que ça, c'est un truc qu'on a déjà fait plusieurs fois et qui nous a beaucoup aidé à chaque fois. Ouais. Alors, c'était pas beaucoup de jours, c'était des trucs 3-4 jours, parfois une semaine maximum. Mais ça m'a beaucoup aidé à chaque fois que je l'ai fait. Et puis en général, quand on fait ça, on coupe pas les ponts, tu vois. Non. Enfin, dans notre cas, on trouve intéressant de continuer à s'envoyer des petits messages trop mignons, tu vois, à se donner des nouvelles régulièrement. Dans notre cas, en tout cas, on coupe pas les ponts. Non, on coupe pas les ponts. Mais par contre, c'est vrai que le fait de plus être ensemble et de plus surinvestir la sphère relationnelle comme ça, ça peut vraiment aider. Ouais. Il y a aussi autre chose, c'est par exemple changer un gros paramètre. Je sais que moi, il y a un couple de potes qui avait des conflits et qui a décidé de partir dans le sud pendant 1 an pour tester un autre mode de vie, et ça les a beaucoup aidés. Donc voilà, des espèces de gros changements de paramètres comme ça qui remettent un peu toutes les pendules à l'heure et qui font qu'on se concentre peut-être sur d'autres choses que les problèmes qu'on a, et on apprend à se voir sous un jour nouveau. Donc ça aussi, c'est une option qui est envisageable. Et voilà, il y a aussi le fait peut-être de changer les choses sur le plan personnel, de retrouver un boulot, ou je sais que toi aussi ça t'a aidé. Carrément. Ouais. Quand j'avais arrêté mon boulot, j'étais auto-centrée sur mes problèmes, du coup j'étais un peu insupportable. Et le fait de reprendre mon boulot, d'être à nouveau indépendante financièrement, ça m'a soulagée d'un stress énorme. Ouais. Et ça a réglé pas mal de conflits qu'on avait. Pareil, le fait d'entreprendre, on a parlé de thérapie de couple, mais le fait d'entreprendre chacun nous-mêmes des thérapies séparément, ça peut aider aussi. Ouais, carrément. Ouais, c'est clair. Voilà, en gros, tant qu'il y a encore plein de potentialités, d'options qui n'ont pas été testées, et qu'on sent qu'il y a encore peut-être des coups à jouer, comme tu disais, ça peut être difficile de se séparer. Exactement. Donc on vous conseille d'aller fermer des portes. Soyez lucide par rapport à ça. Est-ce que vous avez vraiment tout essayé, ou est-ce que vous sentez qu'il y a encore un potentiel ? Ouais. Si vous êtes tous les deux ouverts à ça, alors c'est plutôt bon signe, il faut y aller. Ouais. En revanche, c'est vrai que s'il y en a qu'un qui fait le travail d'aller fermer les portes, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. C'est clair. Le nombre de portes, du coup, sera réduit dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, effectivement, on n'a pas tous le même nombre de portes à jouer en fonction de l'avancement de la relation. Mm-hmm. Tu vois ? Et aussi en fonction de la façon dont répond l'autre à nos sollicitations et à notre désarroi. C'est clair. Mais ouais, c'est quand même intéressant. Et le troisième point, peut-être, c'est le fait que c'est difficile de se séparer, parce que se séparer, c'est quitter une personne qu'on a aimée et qu'on aime peut-être encore aussi. Oui. Et ça, c'est un autre point qui est très important. Et en fait, oui, effectivement, malgré l'envie de se séparer, on peut ressentir, souvent c'est le cas, des sentiments positifs vis-à-vis de l'autre, qui peuvent aller de la simple estime à un attachement fort, voire à encore de l'amour, en fait, en réalité. Mm-hmm. Et tu vois, et je pense qu'on conserve tous, par exemple aussi,
enfin pour ceux qui ont des ex, tu vois, une place dans notre cœur pour des personnes qu'on a connues dans le passé, tu vois. Et ça veut pas pour autant dire qu'on n'est pas heureux de la séparation. Moi, je sais par exemple que j'ai fait le deuil de séparation passée, et pourtant il y a des gens, il y a des filles avec qui j'ai été qui, tu vois, pour qui j'ai encore beaucoup d'estime, tu vois, enfin voilà. T'as appris beaucoup de ces relations. Exactement. Ouais. Et ça m'a pas empêché de faire la paix avec la séparation complètement, tu vois. Et donc du coup, je pense que pour cette raison, il faudrait peut-être redéfinir un petit peu ce qu'est l'amour. Parce qu'on dit, voilà, je l'aime encore, mais si je l'aime encore, il faut que je reste avec. Ben, c'est peut-être pas si simple. L'amour, parfois, c'est aussi savoir s'en aller ou laisser l'autre s'en aller. C'est pour ça que je suis peut-être contre aussi cette idée que l'amour serait quelque chose qui signifierait positivité émotionnelle, rester collés l'un à l'autre, en tout cas rester ensemble. Pas forcément, en fait. L'amour, ça inclut aussi parfois, souvent même, la difficulté. Ouais. Tu vois. Aimer l'autre, et s'aimer soi-même, ça demande aussi de savoir dire stop, de savoir prendre des distances, de savoir mettre des limites aussi, claires. Sinon, c'est pas de l'amour, c'est de la fusion. Tu vois. Et je pense qu'on a tendance dans notre société aujourd'hui à penser que les contraires s'excluent. C'est-à-dire que par exemple, l'amour va exclure une certaine forme de limite, parfois de dureté, de sévérité. Alors qu'en fait, non, au contraire. Je pense sincèrement, moi je suis dans une approche dialectique, au sens où je pense que l'amour sans la limite, c'est pas de l'amour. Tu vois. Et la limite sans amour, c'est plus de la limite, c'est de la dureté sans cœur. Froide. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et tu vois, et un exemple très simple, parfois par amour pour soi, on a besoin de se faire violence, de se brusquer un peu, de sortir de ce qu'on connaît déjà pour aller explorer autre chose, même si ça fait peur. Et ça nous fait mal sur le moment, c'est un arrachement, mais en fait, c'est de l'amour. Oui. Tu vois ? Donc peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu moins... glamour. D'un peu moins glamour. Peut-être il y a un amour plus adulte, c'est un amour qui sait en fait inclure son contraire. Ouais. Pour grandir. Ouais. Et ça, je pense que c'est un truc qui est hyper important et qu'on a tendance à oublier, en fait, souvent aussi pendant la rupture. Et en fait, c'est aussi, c'est pareil pour la relation. C'est pareil pour la relation. Parfois, on est allé au bout de ce qu'on pouvait donner à l'autre. On est allé au bout. On sait que c'est plus possible. On sait qu'en restant, on pourra plus lui offrir que de la rancœur et de l'amertume, en fait. Et dans ce cas-là, il vaut mieux partir. Il vaut mieux partir. Je le dis. Et en fait, parfois aussi, les plus beaux actes d'amour sont des séparations. Ouais. Voilà. Et je pense que c'était important de le dire. Et peut-être, moi, un exemple, un petit exemple perso, ouais, qui est que je remercie certaines ex de m'avoir quitté. Clairement. Ouais. Toi, t'as toujours été celui qu'on quitte. Ouais, moi, on m'a quitté, effectivement. Ouais. Et tu vois, par exemple... la personne avec qui j'étais juste avant de te rencontrer, elle m'a quitté. Moi, je m'accrochais un peu à la relation, j'étais un peu dépendant. Alors que t'étais pas du tout épanoui. À la fin. Et en fait, le fait qu'elle s'éloigne comme ça. Bon, après, j'ai accepté le truc. Hein. T'as pas lutté. Ouais. Non, j'ai assez rapidement, quand je voyais que ça répondait plus et que, enfin, elle m'a dit, hein, à un moment, elle m'a dit qu'elle en pouvait plus. Et du coup, c'est elle qui a pris l'initiative, mais j'ai accepté la rupture. Et en fait, je lui dis merci aujourd'hui parce que c'était. Je pense que ça aurait pu continuer des mois si elle avait pas pris cette décision. Au final, c'était une décision d'amour parce qu'on pouvait pas être ensemble. Ça marchait pas. Et d'ailleurs, je la remercie parce que ça m'a permis de te rencontrer juste après. Bah oui. Je la remercie aussi, du coup. Mais ouais, mais c'est fou. Et en fait, en général aussi, aujourd'hui, je sais remercier les personnes qui m'ont quitté. Je leur dis merci parce que ça ne fonctionnait pas et elles ont eu la lucidité de se séparer à un endroit où moi, j'étais encore trop fusionnel pour le faire. Ouais. Et voilà. Un autre point par rapport à ce qu'on disait là, c'est que se séparer, c'est aussi assumer une forme de culpabilité de blesser l'autre. On culpabilise justement, comme on disait, d'être celui qui quitte, comme si on avait le mauvais rôle, tu sais, le rôle du méchant qui pense un peu qu'à lui, qui est égocentrique, égoïste. En tout cas, on a peur d'être perçu comme ça par les autres, par l'entourage, par les amis, la famille, et on culpabilise souvent de faire souffrir l'autre. Je pense que ça peut être un des points qui nous empêche de rompre. On se dit qu'on n'est pas en droit de souffrir nous-mêmes parce que c'est l'autre qui doit souffrir et que nous on n'a pas le droit de souffrir, alors que si, prendre cette décision de quitter l'autre,
c'est source de souffrance et c'est normal et il faut pas culpabiliser de souffrir. On est justement peut-être celui qui souffre le plus, justement, et qui va prendre cette décision pour soulager cette souffrance. C'est finalement. clair. C'est clair, mais oui. Toi, par exemple, tu te rendais pas forcément compte de ta souffrance avant d'être quitté. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je te dis que je les remercie. C'est parce que non seulement je suis content qu'elles aient fait le premier pas, mais aussi je reconnais à quel point ça a dû être difficile, en fait. Ouais. Et Parce qu'au final, je pense que si elles ont pris cette décision, c'est qu'elles souffraient trop. Ouais, en tout cas, elles le ressentaient plus que toi, tu ne le sentais. Et elles ont eu le courage et le discernement que je n'ai pas eu. C'est ça. Et donc, c'est vrai que la culpabilité, ça peut... Mais il faut pas. Surtout quand on pense qu'on a tout testé et qu'on a été au bout de ce qu'on pouvait faire. Ne culpabilisez pas. Ouais. Quatrième point, peut-être aussi, c'est que quitter l'autre, c'est quitter pas seulement l'autre, c'est quitter un environnement, un entourage. Ouais, tout à fait. C'est renoncer à un environnement physique, à l'extérieur, à un environnement familial, etc. C'est renoncer donc à son confort aussi. Ça implique par exemple de devoir déménager. Si on s'était installé ensemble, si on avait construit un cocon, si même on avait acheté une maison ensemble, bah ça implique d'aller prendre des avocats. Enfin, c'est lourd en vrai. Voilà, on parle dans des cas de mariage, effectivement, dans des cas de mariage, mais ça peut arriver. arriver, tu vois, dans des cas de divorce, etc. La décision, elle est encore plus difficile parce que elle implique plein d'éléments extérieurs comme ça. Et donc, c'est vraiment le fait de quitter les choses, quitter les lieux qui appartenaient au couple. Ça peut être le plus difficile. C'est clair. Et je pense que c'est souvent aussi et quand il y a des enfants aussi, ça il faut en parler. Quand il y a une famille qui s'est construite, quitter ce cocon-là, tu quittes un peu ta famille. Enfin, en tout cas. Ce que ça représentait, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que c'est encore plus dur de se séparer ensuite quand il y a une famille, des enfants, une maison qui a été achetée. Souvent la décision elle est retardée au maximum et c'est compréhensible. Donc ça demande vraiment de rompre avec un certain confort, accepter de reconstruire quelque chose, de repartir de zéro. En tout cas, on repart jamais vraiment de zéro. Oui, on repart jamais vraiment de zéro, mais d'accepter ensuite de se reconstruire seul, de construire autre chose. Et oui, et c'est aussi renoncer à un entourage, à par exemple, si on s'était attaché à notre belle famille, par exemple, ça compte aussi. Tu vois, moi, je suis très attachée à ta belle famille, par exemple. Enfin, à ma belle famille. Donc, à tes parents, à ta famille, moi, je les adore. Moi, je les considère comme ma famille maintenant. Et tu vois, si un jour on est séparés, je touche du bois, mais enfin, on sait pas, ça me rendrait extrêmement triste de devoir les quitter aussi, parce que je les considère comme ma famille. Donc, je pense que ça joue beaucoup, ça aussi. C'est réciproque. Ouais. Pareil, quand il y a une dépendance financière, ça, on peut le rajouter aussi. Quand l'un dépend de l'autre financièrement, bah, la décision elle est d'autant plus difficile et souvent on reste accroché pour des raisons financières aussi. Moi je connais des couples comme ça où la femme elle travaillait pas et en fait elle a dû rester avec son mari qui l'a trompée, etc. Mais juste parce que elle n'était pas indépendante, elle avait pas le choix financièrement, quoi. Ça c'est très dur. Ouais, c'est clair. On peut aller sur le 5e point, qui est que il est difficile de se séparer parce que la rupture, elle n'implique pas uniquement de quitter l'autre et son environnement, mais c'est aussi de faire le deuil d'une partie de soi. Ouais, c'est clair. Et là, on rentre dans des choses un peu plus symboliques sur la séparation. C'est-à-dire que en fait, quand on se sépare pas seulement de l'autre, on se sépare de la partie de soi qu'on a donnée à l'autre, dans l'intimité, la vulnérabilité, mais aussi on dit adieu à cette version de nous-mêmes qu'on est devenu au contact de l'autre. C'est ça. Et alors ça, c'est peut-être... Là on monte un peu dans les degrés de symbolisme, en tout cas d'abstraction, mais là, ça c'est peut-être un truc fondamental aussi, tu vois. Peut-être qu'on a du mal à se séparer parce qu'on est attaché au rôle qu'on avait dans la relation. Oui. Donc c'est peut-être parfois pas tellement l'autre qu'on a peur de quitter, mais de quitter ce rôle. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque relation, elle révèle, elle réactive des parts de nous-mêmes, des parts de nous. Chaque relation est différente et on est différent dans chaque relation. Exactement. Parce que nous sommes des êtres de relation, je le dirai jamais assez, mais je le répète. Et on se construit grâce aux autres, que ce soit dès la plus tendre enfance. Le rapport qu'on va avoir avec nos figures d'attachement,
avec notre entourage sera déterminant pour définir la personne qu'on va devenir. On le sait avec la théorie de l'attachement, on va pas en reparler ici, mais c'est très très fort ça. En fonction du contexte familial, on va pas être la même personne. On est façonné par nos relations. Et en fait, du coup, en réalité, on n'est jamais le même en fonction de l'énergie de la personne qu'on a en face de nous. On n'est jamais le même. Et donc dans un couple, c'est pareil. Moi, je suis pas pareil avec toi que je l'étais avec mes précédentes copines. Ouais. Pas du tout. Ouais. Tu vois. Et en fait, certaines relations viennent activer des polarités qui sont très fortes chez nous, qui sont très fortes. Et en fait, je crois pas non plus qu'il y ait de hasard par rapport à ça. C'est-à-dire que je crois que très souvent, on choisit aussi des personnes qui vont nous permettre de justifier un certain rôle qu'on a. Oui. Tu vois ? Ouais, je suis d'accord. Un rôle auquel on est attaché. Et que en fait, ces personnes-là, elles vont nous valider dans notre rôle. Et en fait, du coup, donc certes, il y aura de l'amour, mais ce sera d'abord des relations un peu plus narcissiques, parce qu'en fait, ce qu'on va aimer, c'est la personne, mais aussi ce qu'elle nous donne, qui valide notre rôle. Ce qu'elle nous donne à être, ouais. Ouais, exactement. Et donc, du coup, ça peut être un point très important qui peut empêcher de se séparer. Et on peut prendre l'exemple, par exemple, du sauveur. C'est l'exemple qui vient directement en tête. C'est-à-dire le sauveur qui va se retrouver toujours avec des gens qui ont besoin d'être sauvés. Ouais. Et qui, du coup, aimera davantage la gratification qu'il aura à être reconnu comme sauveur par l'autre, en mode « Oh, t'es mon sauveur », plutôt que vraiment aider l'autre à s'en sortir vraiment. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est un point aussi, voilà, c'est important. Mais ça peut prendre des formes encore plus perverses que ça. Hein. Ça peut prendre des formes, par exemple, le dépendant qui a cette croyance inconsciente qu'il n'a aucune valeur, par exemple, et qui, du coup, va se mettre uniquement avec des personnes... ou en tout cas qui va se mettre avec des personnes qui vont lui manquer de respect, parce que inconsciemment il y a un truc masochiste en fait je mérite pas le respect, donc je me mets avec des personnes qui me manquent de respect, mais qui par contre dégagent une espèce de sentiment d'assurance un peu vide, mais qui quand même et qui vient me flatter parce que moi j'ai pas d'assurance. Ouais, complètement. Donc ça me flatte, mais en même temps ça me fait mal, parce que je crois que je n'ai aucune valeur, et donc si je n'ai pas de valeur, je peux pas me mettre avec quelqu'un qui reconnaît ma valeur, puisque je pense que je n'en ai pas. Complètement. Donc ce genre de trucs-là, c'est des trucs qu'on peut mettre à jour dans des relations, souvent, en fait. Des relations dysfonctionnelles, je veux dire. Il y a souvent ce genre de mécanisme à l'œuvre derrière, en fait. Et voilà. Et en fait, souvent, on s'accroche à la relation parce je le répète, on s'accroche à ces parts dont on veut pas se séparer, qui sont des parts névrotiques, qui sont souvent héritées de l'enfance. On aura l'occasion d'y revenir là dans l'épisode. Mais voilà. Et aussi, alors deuxième point, c'est que chaque relation active des polarités qu'on a en nous, mais chaque relation en désactive d'autres. C'est-à-dire les polarités qui ressortent, il y a leur ombre, leur antithèse qui est refoulée, du coup, qui se retrouve à un niveau inconscient, qui se retrouve à un niveau qui n'est plus exprimé. Et en fait, justement, quitter l'autre, c'est se rouvrir à ces potentialités qui n'ont plus été exprimées, qui n'ont plus été frayées, qui n'ont plus été accueillies. Et ça peut faire extrêmement peur. Parce qu'en fait, on peut penser qu'il y a le vide. Parfois, on s'est tellement accroché à un rôle mais qu'en fait, le fait de se comporter différemment, c'est un vide complet, tu vois. Ouais. Et c'est ça, en fait, aussi qui peut nous empêcher de rompre, qui peut nous empêcher de se séparer. Et en fait, justement, pour se rééquilibrer et pour avancer, pour se réaliser, pour avancer sur le chemin de l'individuation et de l'épanouissement, et en fait, il y a un moment où on va être obligé de reconquérir certaines de ces parts qui sont des parts dormantes, qui ont été refoulées, qui sont plus là. Et ça implique de braver l'inconnu, d'être courageux, en fait, d'y aller. Et ça implique de sauter dans le vide. De sortir de sa zone de confort et de se rendre compte qu'il n'y a pas le vide, quoi. C'est ça. Toi, tu avais donné un exemple super, je me souviens, quand tu parlais, par exemple, de la petite enfant sage qui avait dû... Je sais plus dans quel épisode, ouais. Je sais plus, ouais. Celui sur l'histoire. Sur l'histoire, c'est ça, ouais. Tu avais reconquis ton assurance en montant sur scène, en étant plus seulement la timide, mais on attend aussi la diva qui monte sur scène. Je m'étais réouverte à d'autres parties de moi, ce qui impliquait de me mettre en avant et de monter sur scène, et ça fout les chocottes. Ah ouais, ça c'est Mais clair. j'avais dépassé cette peur-là, justement, et je m'étais rendu compte que c'était incroyable. Ouais. Voilà, et ça, c'est important. Moi, je peux citer peut-être aussi un autre exemple qui est que dans ma précédente relation, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, j'étais très dépendant de la personne avec qui j'étais. Et en fait, quand on s'est séparés, j'ai dû, pour avancer dans mon chemin d'individuation, j'ai dû reconquérir mon indépendance
Et c'est passé par d'autres aspects que la relation. Alors, ça s'est fait en te rencontrant, mais aussi, c'est à ce moment-là où, par exemple, à l'époque, je bossais avec mon père dans la musique. Et en fait, à un moment, j'ai décidé que j'allais faire des albums tout seul, tu vois. De plus... tu vois, il y avait un truc un peu de plus dépendre autant, tu vois, et de me prouver que je suis capable de faire des trucs tout seul. Ouais. Pareil, j'ai quitté mon ancien taf parce que ça ne me convenait plus et je me suis mis à faire les choses seul, tu vois. Et donc j'ai reconquis ça, mon indépendance en fait, que je m'autorisais pas à exprimer parce que j'étais dans une relation où j'étais très dépendant, où j'étais complètement comme un enfant qui a besoin de fusion pour exister à travers les yeux de l'autre. Et donc ça m'a pris une période comme ça là qui m'a foutu les chocottes. Ça m'a fait très très peur quand j'ai quitté mon taf. J'étais vraiment trop mal, hein. Genre c'était des mois de dépression quand il y avait des émotions. Comme j'avais refoulé ces parties-là, tout de suite j'avais l'impression que je me suis heurté au vide, littéralement. Quitter mon taf, c'était le vide absolu pour moi, tu vois. Genre c'était horrible, mais aujourd'hui je suis extrêmement heureux d'avoir fait. Et d'ailleurs ça m'a mis longtemps avant d'en sortir. Et c'est pour ça parfois aussi le chemin d'individuation il est long. Et parfois on prend des décisions qui vont en fait mûrir que dans des années. Et genre moi je crois il a fallu que j'attende 1 an après la décision d'avoir quitté mon taf pour que je commence à sentir en fait mon processus d'individuation et mon indépendance, mon autonomie se mettre en place vraiment, tu vois. Ouais. Et ça c'est hyper important. Et c'est ce qui nous empêche de nous séparer, cette peur-là. Et parfois il faut être prêt à traverser un peu le désert pendant un certain temps. Oui. Ouais. Donc, on peut passer au 6e point. Ouais. Alors 6e point, donc pourquoi est-il si difficile de se séparer ? Parce que faire le choix de se séparer, c'est faire le deuil de tous nos liens inconscients à des programmations, à un héritage familial qui parfois nous enchaîne plus qu'il nous libère. Ouais. Oui, effectivement. Là, on en vient à ça parce que donc là, on vient de parler des parts de nous. Qu'on refoule ou certaines auxquelles on s'accroche, mais il faut parler peut-être de l'origine de ces parts. Et très souvent, moi, je le répète souvent ici parce que c'est important pour moi de le rappeler, c'est que ces parts-là, elles nous viennent souvent de l'enfance. De l'enfance, de notre héritage familial, environnemental, du contexte. Transgénérationnel aussi. Parfois, ça vient de plusieurs générations. Ouais. Tu vois, de trucs qu'on n'a pas brisés pendant des générations. Et en fait, je pense que fondamentalement, quand il y a une grande difficulté à se séparer, des situations en fait horribles qui se maintiennent pendant très longtemps, et qui génèrent beaucoup de souffrance, en fait, je pense que derrière, il y a, dans cette incapacité à faire le deuil de la relation, il y a aussi l'impossibilité de couper un certain lien de dépendance inconscient à nos figures parentales. Et ça, je le crois à fond. Et en fait... Il y a une fusion qui est encore là, avec ces figures-là. Ouais, c'est clair. On va peut-être prendre un exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. On va reprendre l'exemple du Sauveur. Ouais. On va reprendre l'exemple du Sauveur. Pour que tout le monde puisse comprendre. Ça, c'est vraiment le truc le plus essentiel peut-être qu'on ait jamais dit dans le podcast. Ouh là là. Non, mais je te jure, c'est vrai. T'as la pression là. En ce moment, j'y pense très souvent et je crois qu'il y a vraiment une clé immense là-dedans. Ouais. On va prendre encore une fois l'exemple du Sauveur. L'une des causes possibles d'avoir un syndrome du Sauveur, c'est par exemple qu'on a eu des parents qui parce qu'eux-mêmes étaient déprimés ou n'étaient pas bien, en fait, n'étaient pas en mesure d'accueillir les émotions de l'enfant quand il était bébé, ou même quand il était enfant. Et en fait, au lieu de s'adapter aux besoins de l'enfant, c'est l'enfant qui va apprendre à s'adapter. Parce que c'est trop violent pour lui en fait de pas être accueilli par ses parents. Il va apprendre à s'adapter, aux besoins de ses parents. Et du coup, même parfois, à carrément anticiper les besoins des parents pour en fait recevoir l'amour dont il a besoin. Parce que l'enfant, il se nourrit de l'amour. Et quand il reçoit pas cet amour de façon gratuite par des parents qui sont disponibles émotionnellement, et en fait, il va essayer de trouver des subterfuges. Il va adopter un certain rôle, une certaine façon d'être pour obtenir l'amour de ses parents. Et parfois, ça peut être de devenir en fait le parent de ses parents, c'est-à-dire d'être en train d'anticiper en permanence ce qui va faire plaisir aux parents pour recevoir de l'amour. Et du coup, ça peut donner des enfants qui vont devenir, encore une fois, des enfants thérapeutes, des enfants parents de leurs parents, qui vont en permanence être en train d'anticiper, d'essayer de deviner les besoins de leurs parents pour les servir. Pour garantir un climat de paix. C'est devenu leur définition de l'amour, en fait. Exactement. Qui vont ensuite reproduire... Et voilà, et c'est ça. Et en fait, après, ce qui se passe, c'est que, en fait, après, à l'âge adulte, on se met uniquement avec des gens, du coup, qui sont en état de détresse,
parce qu'on n'arrive pas à se séparer en fait de ce rôle qu'on joue là. Et pourquoi ? Parce qu'on a appris que pour recevoir de l'amour, en fait, il fallait toujours suivre le même pattern, c'est-à-dire se mettre avec des gens qui vont ressembler un peu au comportement qu'avaient nos parents, des gens en détresse, ou voilà, et s'occuper d'eux pour recevoir l'amour. C'est ça. Et on apprend ça. Mm-hmm. Et en fait, au final, on reproduit inconsciemment en fait la relation qu'on avait avec nos parents, avec tous nos partenaires. Mm-hmm. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Et en fait, ce qu'on cherche à obtenir, c'est pas de l'amour, c'est une espèce de gratification. Tu vois. Ouais, une reconnaissance. C'est ça. Ouais. Et en fait, là où c'est hyper important de faire un deuil, c'est qu'il faut bien comprendre que cet amour qu'on reçoit de l'autre, en fait, il est très précaire. Il est pas de longue haleine, il est pas stable, tu vois. Il est conditionné, en fait. Et même l'amour qu'on donne, au final, il est très conditionné. Ouais. Parce que derrière, il y a une attente. Ouais. On attend un retour d'amour. Exactement. Donc c'est pas gratuit, c'est... Non, c'est un amour qui n'est pas gratuit. En fait, et aussi on enferme l'autre dans son rôle d'assisté pour qu'il puisse continuer à nous donner cette gratification. Ouais. Tu vois. Il y a un peu de la manipulation finalement là-dedans. Ouais, ça enferme le sauveur dans son rôle de sauveur et ça enferme celui qui est sauvé dans son rôle de personne dépendante. Inconsciemment, c'est de la manipulation. Exactement. Et ce qui est fou, c'est qu'en général, ces personnes-là qui donnent trop, qui ont le syndrome un peu de sauveur, sont les premiers à dire qu'ils donnent de l'amour tout le temps gratuitement, tu vois, sans se remettre en question et sans se dire que cet amour, il est un peu manipulé. C'est clair. Et c'est en général ces gens qui se disent ultra généreux, ultra, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ouais, mais il peut avoir un rôle social très très fort, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que tant qu'on reste en fait dépendant du monde extérieur, de l'approbation des gens, c'est ça. En fait, pour obtenir l'amour, en fait, on est coincé. Parce que pour faire le deuil de la séparation, le sauveur, il doit donc faire le deuil symbolique, en fait, de la fusion originelle, malheureuse avec ses parents. C'est-à-dire que qu'il l'a conduit en fait à s'enfermer dans ce rôle en fait de là pour le coup par exemple de sauveur. Et il doit accepter de se détourner du coup des substituts extérieurs. Par exemple le fait d'être toujours en relation avec des gens qui ont besoin d'être sauvés, pour retrouver en fait pour se reconnecter avec sa propre valeur profondément à l'intérieur, qui dépend plus du monde extérieur, tu vois. Et donc là encore une fois, ça doit faire on doit faire le deuil derrière de notre dépendance au monde extérieur. Et ça c'est très important parce que derrière ça parle d'un deuil de la fusion avec les parents. Ça parle, en fait, on doit faire le deuil de l'amour que nos parents n'ont pas su nous donner quand on était enfant et qu'on continue inconsciemment de réclamer à travers nos relations dysfonctionnelles, à travers notre volonté d'être en fusion, parce qu'on estime qu'on n'a pas eu assez, donc on veut la fusion, on veut le biberon qui va nous remettre un peu dans le sein maternel et qui va réparer ce qu'on a, le trauma qu'on a vécu. Et en fait, il y a un truc à faire c'est d'accepter profondément que cet amour, on peut pas le récupérer à l'extérieur, en fait. C'est voué à l'échec. En faisant ça, on s'enferme dans des boucles, on s'enferme dans des schémas qui nous rendent malheureux et on ne récupère pas cet amour. On récupère l'illusion de l'amour, une gratification immédiate, mais on ne récupère pas cet amour-là. Ouais, l'amour, il doit venir de l'intérieur. Exactement. Et en fait, c'est tout simplement devenir capable de se donner cet amour et de prendre soi-même le rôle du parent maternant, du papa, de la maman, en s'occupant nous-mêmes de nous-mêmes, retrouver en fait ce rôle nourricier pour nous-mêmes et cesser en fait d'être tout le temps de le demander en permanence aux autres et à l'extérieur. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un truc de rupture inconscient avec les parents, parce que derrière c'est ça qui se passe. On fait pas le deuil de nos parents, on fait pas le deuil de leur figure de parents. On continue à se rendre dépendant de parents extérieurs. Ouais. D'un point de vue inconscient, et on rapatrie pas ses parents à l'intérieur de nous. Et c'est ça, devenir adulte. Devenir adulte, c'est devenir son propre parent. Pour un jour être capable aussi de devenir le parent de son enfant. Mais vraiment. Ouais, c'est tout ce processus d'individuation qu'il faut faire en fait à l'âge adulte. Et ça passe nécessairement par le fait de prendre conscience de cet héritage familial, de prendre conscience de toutes ces choses-là. Il n'y a pas que ça, évidemment. On parle aussi beaucoup d'approches corporelles, de choses qui permettent de vivre les émotions dans le corps, évidemment. Mais moi, je crois fondamentalement que la prise de conscience de tous ces schémas-là, elle est absolument fondamentale. Elle est essentielle. Ouais. Voilà, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Ouais. Mais voilà. Tout à fait. On arrive au 7e point, qui je crois le dernier point qu'on a noté, et donc qui dit qu'il est difficile de se séparer parce que faire le choix de se séparer, c'est abandonner nos projections futures. En fait, quand il y a séparation, c'est tout qui s'effondre. Hein. C'est le passé, le présent, le futur.
concernant le passé, on va tenter de trouver un sens à toute l'histoire, toute la relation qui a été vécue. Dans le présent, on souffre de l'absence de l'autre, du manque, du manque de confiance, de la peur. Et dans l'avenir, on en a peur. On a peur de l'inconnu, on a peur de l'avenir. Ça crée de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Donc c'est tout ça qui s'effondre. Et finalement, se séparer, c'est remettre en question toute sa vie et même donc son identité, son héritage comme tu l'as dit, son identité, notre futur, notre avenir, etc. Et par exemple, si on projetait une vision de réussite sur la notion de couple, forcément, le fait de rompre, ça peut être vécu comme un échec, un échec terrible pour certains. C'est clair. Et admettre qu'on est en train de vivre un échec, on n'a pas forcément envie d'aller au bout de notre décision, de faire ce choix, de l'assumer devant la famille, les amis, etc. Et cette notion d'échec, en plus, elle va être renforcée souvent par le fait que le couple peut symboliser une forme de permanence. Et donc, on va se construire avec cette idée d'équilibre. On va avoir des repères plutôt stables, etc. Et on va faire des projections sur l'avenir. Et d'un coup, on va vouloir rompre, ou alors on va être quitté. Et là, c'est tout qui s'effondre. C'est tout cet équilibre, toute cette pérennité qu'on avait projetée sur la relation qui s'effondre en fait. Et on se rend compte que cette pérennité-là qu'on pensait, c'était une illusion. Et qu'en fait, ça n'existe pas, la permanence totale, complète, infinie, ça n'existe pas. C'est même un grand principe du bouddhisme, cette idée d'impermanence, quoi. Complètement. Dans tout, dans la nature, on le voit, ça n'existe pas, la permanence. D'où le danger aussi de faire dépendre son bien-être de trop de l'extérieur, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Parce que les choses sont impermanentes. Ouais. C'est pour ça qu'il faut toujours garder ce doute-là quand on est en relation, de pas trop s'appuyer sur des acquis, etc. De toujours avoir ce petit doute qui fait qu'en fait on veut travailler, c'est pas acquis. Ouais. Et ça c'est très important, je pense, d'être dans cette démarche-là quand on est en relation, de toujours travailler pour avancer, pour dépasser cette notion de pérennité totale qui est pas saine en fait, qui est vraiment une illusion. Et pour revenir un peu sur ce truc-là, donc de la projection, quitter l'autre indéniablement, c'est quitter toutes ces projections, tout ce futur qui était presque écrit, qu'on avait construit avec l'autre. C'est effrayant, forcément, ça va venir réveiller plein de peurs. Par exemple, on va avoir peur de se reconstruire, de tout recommencer, peur de regretter aussi. Peur de jamais trouver mieux aussi. C'est ça, peur de jamais trouver mieux, de finir sa vie seule. On craint de pas réaliser tout ce qu'on projetait sur notre avenir, qu'on avait un peu idéalisé finalement. Et en réalité, ces peurs, elles vont révéler toutes nos attentes qu'on avait mises sur la relation de couple. Et qui sont, comme tu l'as dit, aussi pas mal liées à toutes nos programmations, au contexte social dans lequel on a évolué. Pour donner un exemple un peu concret, la dernière fois, j'écoutais un témoignage d'une nana sur un podcast. C'était une femme de 35 ans à peu près, 35-36 ans. Et en fait, elle expliquait comment sa rupture, elle, pour le coup, c'est elle qui s'est fait quitter, ça avait fait s'envoler toute sa vision, toutes ses croyances sur le couple, tout ce qu'elle avait imaginé comme étant le meilleur avenir pour elle, en fait, s'effondrait, notamment le fait qu'elle allait, comme elle avait un besoin de maternité très intense à ce moment-là, et ben il y a toute sa vision de la maternité qui s'effondrait. Ouais, c'est ça. En fait, elle se disait que comme elle voulait des enfants assez rapidement, et ben elle allait peut-être devoir faire un enfant seul. Et tu vois, il y a toute cette vision de la famille, de la maternité qui doit se faire à deux, etc. Parce qu'elle avait un certain âge, du coup. Elle avait 35-36 ans, ce qui est encore jeune, mais pour une femme, forcément, tu remets ça en question. Enfin, ça vient forcément dans ton esprit à ce moment-là de la rupture. Et elle expliquait que elle a dû se reconstruire dans cette vision de la maternité qu'elle avait, elle notamment, de se dire que
elle essayait de se dire aujourd'hui qu'il fallait plus qu'elle fasse dépendre cette maternité d'un élément extérieur qui allait peut-être pas arriver. Et comme elle avait envie d'être mère et qu'elle n'était pas sûre de retrouver quelqu'un suffisamment rapidement pour pouvoir être mère, et ben elle remettait en question la façon de faire un enfant. Tu vois, mais ça c'est un lourd processus. Tu vois, quand t'as grandi en se disant comme on nous dit dans les contes de fées, tu vois, à 20 ans je trouve un mec, à 25 ans on est mariés, à 26 j'ai des gosses. Enfin, quand ça n'arrive pas, tu remets tout en question parce que t'as grandi avec cette vision-là forcément. Et le fait de se séparer ou d'être quitté, à un certain âge par exemple pour une femme, forcément ça remet plein de trucs en question. Surtout pour les femmes, je trouve. C'est pour ça que je voulais donner cet exemple-là. Ah non, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est hyper intéressant. Ouais. Et donc, il y a tout ce travail de reconstruction en fait à faire après qui peut faire extrêmement peur. C'est pour ça que des fois, on n'a pas envie de quitter l'autre juste pour pas balayer toute cette construction qu'on a depuis l'enfance, parce que c'est effrayant en fait de devoir tout reconstruire. On n'a peut-être pas envie de le faire, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a souvent parlé de l'importance de se projeter dans le couple. Ouais. Mais de pas faire non plus tout dépendre de cette projection. Ouais. Il y a encore une fois, il y a un chemin étroit qui est dans l'entre-deux et qui est pas évident à avoir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle souvent de projection, d'avoir des projets à deux, etc. À la fois, c'est important. À la fois, c'est important, mais en même temps, il faut pas faire reposer toute la relation sur ça. Non. Tu vois. Il faut aussi garder son indépendance, avoir toujours en tête ce petit doute de l'impermanence, en fait, de se dire que ça va peut-être pas se passer comme on l'avait prévu. Et ça, c'est justement, ça la clé. C'est ça qui doit nous pousser aussi à continuer de prendre soin de notre individuation, de notre développement personnel, pour le coup, là, ici, tout en nourrissant la relation, évidemment. Mais je pense que c'est important. Et d'ailleurs, tu vois, ça me faisait penser à ça dans la relation précédente que j'ai eue avant toi. En fait, j'étais amoureux, non pas de la personne, mais de la projection que j'avais. Ah bah voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tout se passait mal dans le présent. Il y avait vraiment, il y avait rien qui allait, quoi. On s'entendait pas, on passait notre temps à se disputer, on n'avait pas les mêmes envies, on n'arrivait pas à s'écouter, on n'arrivait pas à s'accueillir. Enfin, vraiment, c'était. Mais on avait des conversations très mentales, très intenses. Les mêmes valeurs aussi. Ouais, c'est ce que tu des disais, trucs de valeurs quand même qui étaient compatibles, mais c'était vraiment très, tu vois, valeurs mentales. On reste dans des choses très là. Hein, c'était pas des choses immédiates concrètes, qui vont bien, tu vois. Ouais. Genre, ça reste très symbolique. Ça, c'est un peu. Enfin, je suis désolé, hein, c'est important d'avoir des valeurs et tout, mais le ciment, ça reste à un certain niveau l'entente animale entre deux êtres. Ouais. Genre, je suis désolé de remettre les choses à cet endroit-là, mais c'est vrai. Et moi, c'est ce que j'ai aimé avec toi. Et alors, nous, on partage des valeurs et tout aussi, c'est très bien. Et je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est important. Mais ce qui fait le ciment de notre relation, c'est l'animalité qu'on partage. Quand je dis animalité, c'est des trucs très simples, genre la complicité, l'amitié, la chaleur, les câlins qu'on se fait, ton odeur, la façon qu'on a de se placer l'un par rapport à l'autre dans une pièce, nos petits réflexes comme ça, physiques, animaux presque, tu vois, qui sont très compatibles, on est tous les deux très tendres, on a une espèce de langage en fait non verbal, très très prosaïque, qui est très compatible, tu vois. Qui rend le quotidien du coup agréable. Ouais. Et justement, et parfois on peut être amoureux d'une projection, on n'a pas tout ça, on a une espèce de froideur, on n'est pas connecté à l'autre, mais par contre on va être très connecté sur le plan du mental. Et quand on a appris que quand on se protège en permanence avec notre mental parce qu'on s'est construit comme ça, en fait on peut devenir amoureux d'une projection. On n'est pas amoureux de l'animal qu'on a en face de nous. Ouais. Et je pense que c'est important d'aimer à la fois l'animal qu'on a en face de nous et sa dimension plus spirituelle, mais ne pas oublier qu'on est des animaux. Et si on n'est pas capable d'aimer l'animal qu'on a en face de soi, on n'est pas capable d'aimer tout court, je pense. Ouais, je suis d'accord. C'est une bonne image, un peu crue, mais j'ai compris. Ouais, j'arrive pas à le dire autrement, mais c'est ça en fait le fond du truc. Oui, c'est ça. Quoi. Ouais. Ok. Et peut-être ça permet de conclure aussi sur ce sujet-là, c'est qu'en dernière instance, et ça c'est un truc auquel j'avais déjà répondu, je crois, dans un Dr Love, où on me demandait est-ce que je dois rompre ou pas. Attends, juste petit aparté pour ceux qui nous suivent pas sur Insta, allez-y déjà, on vous invite à la voix du couple. Je pense que la plupart des gens qui nous écoutent nous suivent sur Insta, mais on sait jamais. Non, c'est vrai qu'on sait jamais. Ouais. Et du coup, Yo-Yo de temps en temps fait des Dr Love où il répond à des questions de nos abonnés. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Aparté refermé, je te laisse continuer. C'est ça. Et je sais plus ce que je disais du coup. Ah merde. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est sur le fait de se séparer. Et quelqu'un me demandait, mais comment je sais si je dois me séparer ? Je disais, en fait, ça ressort pas d'une connaissance rationnelle. C'est pas un truc que tu vas.
c'est pas un truc que tu vas pouvoir décider avec uniquement des arguments rationnels. Moi, je connais des couples qui sont coincés dans le fait de savoir rationnellement que ça va plus du tout depuis des années, parfois des décennies même, et qui en fait ne sautent pas le pas. Donc le fait d'avoir des arguments et d'avoir compris que ça ne fonctionnait plus n'a jamais été le moteur qui te permettra de rompre. Ouais. Et du coup, en fait, pour revenir à ce qu'on disait sur l'animalité et sur le corps, en fait, en dernière instance, c'est une décision qui se fait parce que ton corps décide qu'il n'en peut plus et qu'il saute dans le vide. Donc c'est à un moment, c'est pour ça qu'on insiste autant sur le truc, sur toutes les thérapies qui passent par le corps, par le somatique, par le fait de digérer ses émotions, d'être connecté davantage à ce qui ressort dans le corps. Profonds. Ben, en fait, parce qu'en dernière instance, les décisions les plus importantes qu'on fait dans la vie, certes, elles peuvent être motivées par des trucs rationnels, mais on les fait avec le corps à un certain moment. C'est notre corps qui saute. C'est lui qui dit je peux plus. C'est le corps qui se barre en fait, qui dit là, qui fait ses valises et qui se barre en fait. Oui. Et voilà. Et donc, ben, pour se séparer, on peut être en train d'écouter 1000 podcasts 50 000 fois et cogiter des heures sur les raisons objectives qui nous pousseraient à vouloir nous séparer. Mais en dernière instance, c'est pas ça qui va nous aider à sauter le cap. Ouais. Ce qui va nous aider à sauter le pas, c'est sauter avec le corps. C'est se réassocier à nos émotions et décider que là, pour une fois, on va le suivre. On va arrêter d'être dissocié. Et ça fait partie juste, je coupe, du processus d'individuation, de faire des choix pour soi. Exactement. Ça fait partie du processus. Vous devenez adulte, vous prenez des décisions pour vous, et pas en fonction des autres, et pas. En s'exposant aux multiples conséquences que ça a. Tout à fait. De prendre une décision pour soi, parce que ça vient avec des conséquences. Il faut assumer les choix derrière, bien sûr. Ça vient avec des responsabilités en fait. Ouais. Et ne pas oublier que c'est nous qui avons choisi. Exactement. Garder sa liberté là-dedans. Exactement. Son libre arbitre. Elle a très bien parlé. Voilà. C'est toi qui as très bien parlé. Le mot de la fin de cet épisode. Oui. Yes. On vous invite à nous suivre sur Instagram, @lavoixducouple, je le redis, à liker. On est aussi sur TikTok. On est sur TikTok. Aussi à liker le podcast et à le partager à votre entourage si vous l'avez aimé. Et on vous dit à très vite. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, donc on est très heureux de ça. Oui. Yes, à très vite. Bye bye.